Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien avec un négociateur, Julien Pellabert. Bonjour. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Négociateur, ça vous va comme, C'est parfait. comme nom professionnel. Vous êtes auteur, alors conférencier, on parlera peut-être de cette conférence TEDx. Oui. Plus de 900 000 vues. 900 000 vues, je crois que c'est la conférence la plus vue en francophone sur la négociation. Oui. Vous avez peut-être atteint le million de vues, ça veut dire que vous êtes impactant. Et puis auteur de Pitch et influence aux éditions Duno, remporter l'adhésion et neutraliser les objections. C'est sorti donc chez Duno. Négociateur, c'est un métier ? Oui, alors c'est une niche, effectivement, il y a peu de personnes qui font ce métier, mais aujourd'hui, nous, on forme, on accompagne, on assiste des entreprises sur la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Vous dites nous, déjà, vous vous cachez derrière le nous, mais vous... Au sein de l'Institut, oui. Vous considérez comme négociateur. Je suis chef d'entreprise, effectivement, j'ai mon entreprise, l'Institut NERA, et mon métier, mon quotidien, c'est effectivement d'assister, de former et d'accompagner les entreprises là-dessus. Juste quelques mots sur le parcours, parce que autant on voit bien un peintre en bâtiment ou un expert comptable, on voit à peu près ce qu'il a pu faire avant. Comment on arrive à créer, on va y revenir, une certification, un vrai label. Vous avez construit une formation en vous appuyant sur la science. Vous avez créé l'institut de négociation, l'Institut NERA. On y arrive comment à ce métier ? Ça se prévoit pas. C'est une question de déjà être complètement amoureux de la discipline et des rencontres. Les rencontres, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'avais travaillé 10 ans en cabinet de conseil, en société d'édition de logiciels, sur des fonctions purement commerciales et managériales. Rien à voir. Il y avait de la vente, il y avait de la négociation. Et j'étais vraiment amoureux de la discipline. Et au bout de 10 ans, les rencontres ont fait que j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études. J'ai fait 4 années dans un laboratoire de recherche à la Sorbonne à étudier la discipline de la négociation. Il y a un laboratoire à la Sorbonne. Oui, le laboratoire Prisme, c'est un laboratoire de recherche dans l'UFR d'économie-gestion. D'accord. Et au bout des 4 années, j'ai eu un doctorat sur le thème de la négociation. Alors c'est très marginal puisqu'il y a très peu de personnes qui font ça. Et j'ai fondé l'Institut NERA juste derrière. C'est une question de rencontre. J'avais rencontré des négociateurs en entreprise, des gens qui avaient importé la négociation des États-Unis, des gens de négociation d'unités d'intervention. C'est ce que j'allais vous dire. On connaît surtout ce mot, on va en parler du côté entreprise, mais on le connaît surtout avec le GIGN, avec le RAID. Lorsqu'un forcené se met dans un appartement, on négocie avec lui. Dans des environnements qui sont très différents. Et nous, à la sortie de cette université qui est la Sorbonne, on a créé un système qu'on a déposé à l'INPI, un système de négociation. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on accompagne des entreprises du CAC 40. Je pense à la première entreprise du CAC 40. On forme le top 300 sur les 100 000 salariés, donc des gens qui négocient en unité de valeur qui est le milliard. On forme des gros cabinets d'audit qu'on appelle dans les Big Four sur des partenaires. J'ai la chance de former des hauts potentiels de la gendarmerie. Dans le service police, d'accompagner aussi certains départements, de former des entreprises et des cabinets américains. Et en fait, on s'est rendu compte que quand vous négociez avec un fournisseur, un client, un collaborateur, conjointe, vos enfants ou même un forcené, ça passe par les mêmes leviers au niveau de la prise de décision. Et c'est ça notre métier, c'est d'accompagner les structures à mieux défendre leurs intérêts et d'une certaine manière à obtenir de manière éthique ce qu'elles souhaitent. Donc vous avez modélisé un processus presque pédagogique d'accompagnement de vos clients. Alors je vous soumets le titre, on le voit à l'antenne, ça va vous faire sourire parce que je me demandais si la négociation c'était convaincre ou soumettre. On avait bien sûr mis un point d'interrogation, ce qui va sans dire. C'est convaincre ou soumettre ? Est-ce que j'ai le droit de vous répondre ? Évidemment. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Oui. Alors déjà, soumettre, se soumettre, c'est accepter le point de vue de l'autre. C'est de remporter la victoire. L'air de rien, c'est de soumettre l'autre. Oui, mais dans quelle durée ? Combien de temps ? Parce que le but de la négociation, c'est pas tant de gagner. Le but de la négociation, c'est d'obtenir le maximum de situations dans la durée. On a le droit de perdre des batailles à partir du moment où on gagne la guerre. Le but n'est pas d'annihiler l'autre. C'est intéressant parce qu'on peut faire souvent, dans l'inconscient collectif, la négociation, c'est un jeu d'échecs. Vous savez... Il y a une part, en tout cas, d'un peu de hasard. Oui, mais les gens voient la négociation comme un jeu stratégique, un schéma combinatoire abstrait, qui est le jeu d'échecs. Sauf que le jeu d'échecs, on part avec un échiquier qui est plein. Le but, c'est de tuer les autres pièces jusqu'à ce qu'on tue le roi. C'est ça. En fait, c'est pas ça, la négociation. Partons plus sur un jeu de Go, qui est un jeu chinois aussi, qui est la même stratégie, avec un goban qui est vide. Et le but, on le remplit, c'est de le remplir, de co-construire avec l'autre. C'est pas de tuer l'autre. Et à la fin, c'est celui qui a le plus d'espace qui a gagné. Mais mon but est de prendre ma place. Et si ma place est plus importante,
à la bonne heure. Mais je n'ai pas pour volonté de tuer l'autre. Mais rentrons dans des exemples concrets. Vous avez cité des entreprises, des très grosses entreprises du CAC, mais il y a un espace de négociation dans l'entreprise. Ne parlons pas des négociateurs du RAID ou du GIGN, mais ceux qui négocient dans la grande distribution, qui sont dans les centrales d'achat. Est-ce qu'ils subissent ou sont formés à la négociation? Parce que tous ceux qui ont eu affaire à eux, fournisseurs, agriculteurs, fédérations agricoles, vous disent mais c'est impossible de négocier avec eux, c'est d'une dureté absolue. Est-ce que vous n'avez pas envie de les former, les fournisseurs? On a eu l'occasion de fournir les deux côtés, c'est ça, fournisseurs et distributeurs. Dites donc, et en fait, vous les avez bien formés, côté grande distribution. Non, alors, ils essayent de faire évoluer leur réflexion, parce qu'ils sont plus dans des logiques qu'on appelle distributives, de combativité, où en fait il y a un gagnant, un perdant, et aujourd'hui ils sont dans une situation de tel monopole qu'en fait le but est plus ou moins d'écraser des petits fournisseurs. On n'est plus sur du marchandage, parce que la grosse unité qui va être, entre guillemets, négociée, c'est le prix. Et aujourd'hui, beaucoup semblent faire marche arrière, parce que le problème, c'est qu'ils deviennent de plus en plus dépendants de certaines structures qui sont concentrées, de certains pays. Je pense à la grande distribution sur le bricolage. En fait, ils se sont rendus compte pendant des années à vouloir tuer les prix, qu'ils étaient obligés d'importer en Asie, et qu'il y avait moins d'innovation et une qualité de produit qui était moindre. Et en fait, ça, sur du moyen et long terme, ça a forcément un coût. Bien sûr. Le problème de ces structures-là, c'est que le long terme est généralement une succession de court terme pour eux. Et ils sont incentivés que sur du court terme. Sauf qu'à moyen et long terme, ça a forcément un impact. Juste pour essayer de finir notre titre, soumettre, donc vous dites non, moi pas d'accord, convaincre. Convaincre, c'est vaincre, et con, c'est un préfixe intensif qui veut dire de manière plus importante. Si j'essaye de vous convaincre... Ça vous va ou ça vous va pas, convaincre? Non, parce que si j'essaie de vous convaincre, Arnaud, j'essaye de vous expliquer à quel point vous avez tort et à quel point j'ai raison. Et là, vous allez m'écouter non pas pour comprendre mon propos, mais pour répondre avec cette voix en tête. Attends 2 secondes, je viens de finir ta phrase et je vais t'expliquer pourquoi toi tu as tort. Pourquoi tu as tort. Et en fait... Et on remet une pièce dans la machine à chaque fois. Voilà, et c'est un débat d'idées, c'est une joute verbale et on va avoir une victoire à la Pyrrhus. Mon but, il est pas de ça, il est de comprendre. D'abord comprendre. Comprendre, et après de solutionner le problème. De vous apporter dans votre référentiel un champ des possibles. Et si ça fait sens pour vous, à la bonne heure. Mais la seule personne qui peut faire ce que je souhaite dans la négociation, c'est l'autre. Le seul qui peut me dire oui, c'est l'autre. Et ça, je ne peux pas vous tordre le bras pour avoir ce oui. Il faut que ça fasse sens dans votre référentiel. Alors, passons à l'émotion, parce que souvent, le oui est émotionnel. Est-ce que vous confirmez cela? C'est-à-dire qu'on a débattu, on a échangé dans des règles de bienséance. Il faut quand même préciser que la négociation doit se faire dans des règles convenables. Oui, mais pas par éthique, même pas par bienveillance. Non. La seule personne qui peut me donner ce que je veux, c'est vous, Arnaud. Et maintenant, le but de la négociation, c'est pas d'obtenir, d'atteindre mes objectifs. Le but, c'est d'obtenir le maximum de la situation. Deux hypothèses. Soit je suis un côté méprisant, soit j'ai un côté arrogant, soit j'essaye de vous imposer un point de vue, soit je fais preuve de bienveillance, d'humilité et de respect. Dans quelle situation je risque d'obtenir le maximum? Oui, la troisième, évidemment. Exactement. Et donc, c'est pas par éthique. Si je vous mets une table au bout de 3 mètres, est-ce qu'on comprend très vite qu'on n'aura pas gain de cause, si vous voyez ce que je veux dire? Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué, mais quand même. À moi de recadrer mon interlocuteur, lui demander si c'est exactement ce qu'il souhaite. Mais il faut comprendre que l'humilité et la bienveillance, c'est pas par naïveté, c'est pas par faiblesse, c'est que c'est l'unique moyen que j'ai pour obtenir ce que je veux de vous. Donc, j'ai ma part de responsabilité pour créer les conditions les plus favorables. L'émotion, comment on la gère? Parce qu'il y a la négociation B2B, c'est-à-dire on est dans un bureau et on sait qu'on a un enjeu sur un produit à vendre, on l'évoquait tout à l'heure. Et puis il y a aussi l'idée de négocier. Là, il n'y a pas d'argent au milieu, mais il y a un projet à vendre. Je suis à la tête d'un business unit. Je crois profondément aux transformations que je vais proposer dans quelques instants à un COMEX ou un comité d'investisseurs. Et là, il y a des enjeux très forts. Ce n'est pas lié à l'argent directement, mais c'est lié à un enjeu professionnel. Qu'est-ce qu'on fait là, en ces cas-là? On commence comment? Déjà, on écrit, on prépare, on répète? On prépare, mais si on se concentre sur les conséquences de l'enjeu, on sera un mauvais négociateur. Oui, on pourrait avoir un accord, mais à quel prix? Si je me dis, on va prendre du golf, c'est le dernier trou. Et si je mets la balle dans le trou, je suis champion du monde. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, les gens vont me trouver génial, les journalistes vont me trouver génial, je vais avoir beaucoup d'argent et mon conjoint ou ma conjointe va me trouver génial. Si c'est ça, jamais je mettrai la balle dans le trou. Jamais. Maintenant, parce que la pression sera maximale. Et oui, et puis parce que je suis plus dans le moment. Maintenant, si je me concentre sur la seule chose qui dépend de moi, c'est-à-dire moi, les pieds dans le sol, ancrés, avec une seule chose en tête, la balle, la trajectoire, et j'oublie les conséquences de ma négociation, peut-être que j'aurai la balle dans le trou. En fait, je dois être extrêmement motivé et discipliné à réussir, mais ça ne doit pas être important. Plus ça sera important, et plus je vais perdre le contrôle de ma négociation. Parce qu'en fait, la seule chose que je contrôle, c'est moi. Je ne contrôle pas l'autre. Je ne peux pas contrôler le fait qu'il me dise oui. Je ne peux pas contrôler le fait qu'il s'engage avant telle date. Donc pourquoi j'accorderai de l'importance, mentalement,
à un truc que je ne contrôle pas. C'est vrai, on ne peut agir que sur les choses sur lesquelles on a contrôle, c'est-à-dire nos bras, nos jambes, notre tête. Et notre préparation, notre capacité à comprendre, notre capacité à apporter une réponse. Mais regardez, un truc qui est très important. On va sur un truc qui est physiologique. On a besoin de quoi? On a besoin de manger, de boire et de respirer. On va prendre les choses. Si on ne mange pas, on va mourir au bout de 3 semaines. Si on ne respire pas, on va mourir au bout de 3 minutes. Oui. Et si je vous mets la tête sous l'eau pendant 2 minutes 30, qu'est-ce qui va se passer? Pareil. Votre tête va commencer à sécréter votre cerveau, la cortisone, la noradrénaline, pour vous débattre et survivre quelques secondes de plus. Mais vous êtes en train de perdre le contrôle de votre corps. Ça veut dire que sur la négociation, sur un deal, si vous vous dites « j'ai besoin de ce deal, j'ai besoin de cet accord », vous êtes en train de créer les conditions dans votre cerveau pour perdre le contrôle de votre négociation. Maintenant, si vous dites « je suis motivé, je suis discipliné pour l'avoir », vous gardez cette prise de hauteur et ce recul. En tout cas, on met tous les moyens en essayant de repousser, comme le disent les sportifs, la pression et les enjeux d'une victoire. On doit avoir un engagement de moyens ou de performance, mais pas un engagement de résultat. Ouais, parce que c'est pas possible, ça ne dépend pas de nous. Donc pourquoi faire un focus d'attention sur ce qui ne dépend pas de nous? Ancré au sol, préparation évidemment des éléments de langage et de tout ce qu'on doit écrire, ça va sans dire. Et puis ensuite, il y a la manière de présenter les choses et d'entamer le début de la négo, puisque d'abord, il faut d'abord s'exprimer, puis ensuite entendre l'interlocuteur. Imaginons que l'interlocuteur vous dit immédiatement, ça ne sera pas possible. Parce qu'on entend souvent ça dans les négos, on vous répond, et d'ailleurs, j'imagine que vous préparez vos clients à cela, vous risquez d'entendre ça ne sera pas possible. On va questionner, c'est parfait. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Pourquoi? Si l'autre il s'assoit en face de nous, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est qu'il attend, quelque chose de l'interaction. Il a accepté de venir, il s'est assis. Il attend quelque chose de l'interaction. Et en fait, il faut revenir sur c'est quoi le pouvoir en négociation. Parce que si on comprend la notion de pouvoir, on comprend beaucoup de choses. Le pouvoir, c'est la capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. C'est-à-dire que ma plus grosse source de pouvoir à la table de la négociation, c'est ma capacité à solutionner le problème de l'autre. Si l'autre est assis en face de moi, c'est qu'il attend quelque chose de l'interaction. À moi de lui apporter une réponse. S'il me dit que ce n'est pas possible, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y a une raison, légitime ou pas légitime, mais je vais devoir creuser. C'est très bien, au contraire, d'avoir un non au tout début. Mais vous, ça veut dire qu'en anticipation, parce que évidemment, vous allez envisager toutes les possibilités, on va peut-être venir sur... On va faire des scénarios, des hypothèses. Il y a des scénarios, et vous allez les mettre sur la table, ces hypothèses. Oui. Donc des hypothèses de réponse, vous travaillez sur l'hypothèse d'une réponse, ou vous travaillez sur des scénarios différents en fonction de la réaction de l'autre? Ça va dépendre du sujet, mais on va faire notamment des analyses pré-mortem qui sont exceptionnellement... Pré-mortem. Mais c'est génial. Si vous dites sur une négociation, une préparation classique, pourquoi est-ce que je vais réussir? Ou pourquoi je vais vendre mon produit? Les gens, majoritairement, ils vont avoir les mêmes réponses parce qu'on est beau, on est fort, on a une proposition de valeur différente. Sur le marché, on est des stars. Oui, et on est toujours confronté à l'incertitude. Maintenant, si vous dites, cette négociation, ça va être un échec. Et je me projette 3 mois après. Qu'est-ce qui fait que cela aurait pu être un échec? On n'était pas prêt, on ne connaissait pas le sponsor, on n'était pas si différenciant, on était plus cher. Mais maintenant qu'on a toute une liste de raisons potentielles, on peut annihiler. Qu'est-ce qu'on fait pour minimiser ce risque? Donc les travailler. Exactement. D'accord. Et derrière, le but n'est pas tant d'avoir des bonnes réponses que de poser les bonnes questions pour bien comprendre. Puisque la seule personne qui peut faire ce que je veux, c'est l'autre. En fait, j'ai pas pour volonté de lui imposer mon point de vue ou de lui dire quoi faire. J'ai pour volonté qu'il prenne conscience lui-même de ce qu'il peut faire pour aller solutionner son problème. Il faut lui faire croire, je mets des guillemets, mais que l'idée vient de lui et que finalement il amène une partie de la solution. Elle doit venir de lui. Moi, mon métier, c'est de l'accompagner. C'est d'être un accompagnant. Qu'est-ce qu'on fait si... Est-ce qu'il serait absurde qu'on travaille de cette manière? Et si ça fait écho dans son référentiel, le cerveau ne peut pas ne pas réfléchir. Il va me dire oui. On va doucement arriver vers votre méthodologie parce qu'on voit quand même à travers tout le travail que vous menez de négociation et de négociateur qu'on passe beaucoup par le cerveau, par la neuroscience. Elle joue un rôle important. Est-ce que la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la manière dont on va formuler une question, la manière dont on va placer le verbe à un certain endroit, a une incidence aussi sur le cerveau? Alors, la PNL, c'est pas totalement ça. C'est les travaux de Grinder et Bandler qui reposent sur de l'hypnose conversationnelle. Exactement. C'est un outil qu'on peut avoir à disposition, effectivement, parce qu'il y a des façons de poser des questions. Si je vous demande... Alors, il y a un truc qui est extrêmement mal compris des commerciaux qui vont chercher généralement une succession de oui. C'est ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Oui. Vous aimeriez bien boire de l'eau? Oui. J'ai des bouteilles. Est-ce que vous voulez une bouteille? Non. En fait, en général, on dit oui. Oui, plus compliqué. En fait, Friedman et Fraser nous disent que c'est une succession d'accords qui amène à un accord. Or, on peut être en accord sur un désaccord. Je pourrais vous dire, Bismart, j'imagine que vous avez énormément d'experts qui viennent sur la négociation. Est-ce que vous seriez fermé à découvrir une nouvelle approche?
Non. Non. Est-ce qu'il serait absurde que je vous présente mon travail? Bah oui. Est-ce que ça serait une mauvaise idée si on faisait ça de telle manière, monsieur le client? J'entends ce que vous dites, et en même temps, est-ce que ce serait une mauvaise idée? Toutes ces questions sont des questions qui Est-ce que ça serait une mauvaise idée, voyez vous? Oui. Et oui, parce que parce que là, vous l'inversez, là, vous voyez déjà. Inconsciemment, vos réponses sont des non, Bah oui. mais le non vous protège. Donc ça, c'est effectivement une façon de structurer des C'est-à-dire qu'en questions. disant non, je dis oui. Bah En oui. disant Est-ce non, que ça serait une mauvaise idée? Bah non, ce serait pas une mauvaise idée. vous Bien engagez. sûr. Ouais. Le but n'est pas d'avoir un oui Très pour moi intéressant. dans la négo. Le but est qu'on ait un engagement. Voilà. Très subtil, très subtil. Il y a un petit côté hypnose aussi dans votre façon d'aborder les choses. Il y a- C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous traverse, qui nous... On s'intéresse à la linguistique, effectivement. On s'intéresse à la façon de maximiser ses chances d'avoir un accord. Et notre proposition de valeur, notre promesse, c'est accompagner les gens à obtenir de manière éthique ce qu'elles souhaitent. J'imagine que pour chacun des clients, chaque histoire est particulière, chaque sûr. problématique est différente et vous vous adaptez, ça va sans dire. Mais vous y mettez quand même votre propre grille de lecture avec ce label Celia, parce que vous avez labellisé. Ça vous appartient, c'est votre méthodologie. Combien de temps ça dure? Comment vous expliquez au client que vous allez lui proposer, avec vos mots et vos techniques d'ailleurs, ce label? Comment ça se passe? En fait, le label Celia, c'est un système de conduite de négociation. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, qu'on est arrivé sur ce marché il y a 5-6 ans, qu'il n'y avait pas de système de conduite de négociation. Il y avait des boîtes à outils, il y avait Harvard qui proposait des choses assez incroyables, mais il fallait piocher à droite à gauche. Il n'y avait pas de système qui permettait de dire on commence par quoi et par quoi une méthodologie de conduite de négociation Bien sûr. et qui nous fait sortir un peu du gagnant-gagnant, qui nous fait sortir d'une certaine forme de naïveté, qui intègre les neurosciences, les émotions et qui nous permet de permettre aux gens de défendre au mieux leurs intérêts au quotidien. Et donc, c'est pas une science exacte, hein, Julien, faut être modeste. Bah non, c'est pas on n'est possible. pas dans une science exacte. Ah non, au Il y a contraire. des moments où on se casse la figure, on a tout fait bien et puis... Et puis, on n'est pas responsable On en revient totalement à ça, hein. de ce que l'autre peut nous dire. L'autre a quand même son pouvoir de décision. Si c'était une science exacte, ça serait la règle ou le pouvoir. Là, on est une négociation. Donc, j'abandonne mon pouvoir de décision, je le remets entre vous et moi, Arnaud. Et puis, on va essayer de co-construire un accord. Et ça, c'est le conseil que vous donneriez, excusez-moi d'y revenir, parce que j'ai des souvenirs de négociateurs dans la grande distrib, chez les fournisseurs, qui vous racontaient qu'ils n'arrivaient pas finalement à trouver la porte de la négociation face à la centrale d'achat. Ça, c'est des conseils que vous pourriez donner à des clients qui viendraient vous voir et qui vous disent par quelle porte je rentre quand j'ai un négociateur d'une centrale qui ne veut rien savoir. Exactement. On va essayer de travailler sur si le négociateur de la centrale d'achat est assis en face de nous, c'est qu'il attend quelque chose quand même. Sinon, il ne perdrait pas une demi-heure de sa vie à être assis en face de nous. Enfin, ils ont quand même quelques techniques assez rudes qui font que... Pour déstabiliser, pour mettre l'autre mal à l'aise, pour faire des rounds de négociation à 10h alors que la fin est à minuit, pour avoir des spots de lumière en face, tout pour déstabiliser. Tout ça, il passe, on est d'accord. Ah ouais, ça contribue... C'est pas des clichés dans la grande distribution. On est d'accord. Ça arrive vraiment. C'est bien de ça dont il est question. Mais c'est de la négociation comme on en faisait il y a 10 ou 20 ans. Et malheureusement, c'est forcément limité. Parce que si je vous tords le bras... Limité sur un an déjà, ça dure un an. Oui, c'est ça. Mais sur du moyen long terme, ça peut avoir que des effets négatifs. Et puis l'autre ne va pas m'aider non plus à obtenir le maximum d'une situation. L'autre ne me permettra pas peut-être d'avoir une exclusivité sur un nouveau produit. Parce qu'il s'est senti offusqué. Et donc il va faire le minimum. Vous développez là, un concept, alors là pour le coup je ne connaissais pas du tout, j'ai essayé d'y voir un peu plus clair sur cette notion d'association de négociation d'influence. Oui. Moi je connais bien évidemment l'influence, on voit bien de quoi il est question, l'influence, influencer, qui est une forme de dérivé du lobbying en quelque sorte, mais c'est quoi le négociateur ou la négociation d'influence? C'est une personne qui va rentrer dans l'équation de la décision avec l'autre sans s'opposer frontalement. Qui va ouvrir un champ des possibles pour créer ce qu'on appelle techniquement une dissonance cognitive, en tout cas une autre façon de voir les choses, et qui va permettre à travers ça d'influencer son interlocuteur à se mettre lui-même en action. Parce qu'on ne peut pas le forcer. Donc c'est ouvrir un champ des possibles dans le référentiel de notre interlocuteur. Notre but n'est pas d'imposer un point de vue, parce qu'on le connaît. Notre but est de parcourir votre perception du monde sans jugement, avec une véritable empathie, et dans ce référentiel que vous avez, essayez d'ouvrir des portes et vous dire, Arnaud, et si on fait ça, est-ce que ça peut faire sens? Et si on fait ça, est-ce que ça peut faire sens? Et si ça fait sens, si ça solutionne votre problème différemment de ce que vous aviez entrevu au départ, vous allez vous mettre en action vous-même. Ça veut dire qu'il faut essayer, ça c'est important, de se mettre aussi à la place de l'autre. Dans la préparation, parce qu'il y a un gros travail de préparation de vos clients, c'est la partie émergée de l'iceberg, quand la personne négocie physiquement. Il y a tout ce qui s'est fait en amont, c'est la partie immergée. Complètement. C'est la préparation qui permet. C'est la prépa qui est essentielle. Et qui va nous permettre de prendre le contrôle de notre intuition. Parce que le but, l'intuition est limitée.
elle va nous permettre d'avoir des réponses à des questions qu'on avait déjà, mais c'est pas forcément très pertinent. Le problème de l'intuition ou du biais cognitif, si j'y mets un jugement de valeur, ça devient un préjugé, et le passage à l'acte du préjugé, c'est de la discrimination. C'est pas qu'une question de couleur de peau ou de religion dans l'entreprise. La discrimination, c'est qu'est-ce que je m'interdis de vous poser comme question, Arnaud, à cause d'une croyance qui est limitante. Et la préparation, elle a pour but de nous ouvrir un champ des possibles et d'être préparé mentalement. Parce que si je rentre dans cette négociation et que je doute, vous allez percevoir. On en revient tout à l'heure à la pression qu'on peut avoir, aux hésitations. Si je doute, vous allez le percevoir, vos neurones miroirs vont fonctionner, vous allez douter. Neurones miroirs, c'est-à-dire que... Neurones miroirs, c'est-à-dire que on dit par exemple sur les animaux que le cheval est en capacité de savoir si son cavalier est stressé ou pas. C'est clair. Et ben, c'est la même chose dans une interaction humaine, c'est que je peux savoir inconsciemment si vous êtes plutôt à l'aise ou plutôt mal à l'aise. Si je sens par que les yeux, par quelques signaux. Par rapport à un manque de congruence, si vous êtes refermé, etc. Ou par rapport à des gestes asynchroniques. Ouais, la posture. Il y a plein de choses qu'on peut prendre en détail. Mais si je vois que vous doutez, moi-même, je vais douter. Et donc, ça veut dire quoi ? Pour me protéger, je vais émettre davantage d'objections. Maintenant, je me protège. Et oui, et donc ça va être beaucoup plus compliqué. Donc déjà que vous doutez, vous allez avoir davantage d'objections. À l'inverse, si vous dites, moi je ne veux pas douter, je veux être sûr de moi, je vais imposer mon point de vue, mais plus vous allez vouloir m'imposer, plus je vais vouloir m'opposer. Mes neurones miroirs vont fonctionner de la même manière, donc vous aurez encore davantage d'objections. D'où le fait que cette préparation mentale doit nous permettre d'être sur un niveau, ce qu'on appelle un statut bas, d'ouverture, d'humilité, où je suis prêt à l'accueil, sans savoir ce qui va se passer. Et Julien Pellabert, niveau de voix, intonation, parce qu'on parle du cerveau, des neurones miroirs, enfin de tout ce qui se passe dans notre tête et qu'on ne voit pas, puis il y a aussi ce qu'on entend. Oui, c'est la prosodie, tonalité de la voix, débit. Ça, vous le travaillez aussi, j'imagine ? Ça se travaille, bien évidemment. Parce que parfois, l'agressivité, ou le sentiment d'agressivité passe par une formulation maladroite, un mot dit trop haut, qui peut tout d'un coup faire basculer un échange. Qui peut mettre mal à l'aise les gens, effectivement. Donc on va essayer d'avoir une voix qui est rassurante, qui est plutôt, alors pour les hommes, dans les graves, avec un débit de parole qui est un peu plus calme. Et le but, d'une certaine manière, c'est encore que vos neurones miroirs assimilent ça à une zone de sécurité et de confiance. Rassurant. Exactement. Avant de nous quitter, donc il y a cette méthodologie. Est-ce que j'ai lu, je ne sais pas si vous pratiquez ce type de, mais sur des négociations de très très haut niveau, l'interlocuteur se met même à préparer les goûts de celui d'en face, ses couleurs, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire, une multitude d'éléments qui vont favoriser l'espace de la négociation. Le but, c'est de trouver, c'est un des leviers de la confiance affective. La confiance affective, c'est la confiance que j'ai dans l'individu, c'est la similarité, le partage de valeurs communes. Le but est d'avoir un petit dénominateur commun, mais si on prend le repas, il y a plein d'études, notamment à Harvard, qui ont montré que quand on était à table et on répond à un besoin physiologique, ça permettait de créer les conditions les plus favorables à la confiance. D'où les déjeuners, les dîners d'affaires. Et alors, mieux dans les cultures où on a un plat commun qu'on peut partager avec les mains, qui n'est pas très Covid. C'est vrai. On est d'accord. On partage ce moment. Mais ça crée encore plus d'échanges. Donc le but, il est vraiment de s'intéresser à l'autre avec de l'empathie et non pas de la sympathie. Vous l'avez abordé légèrement. L'empathie, c'est une capacité de compréhension intellectuelle de l'émotion. On veut comprendre l'autre. La sympathie, je me mets à votre place. Je ressens votre pathos. Syn, ça veut dire avec en grec, et pathos. Vous êtes sur empathie ou sympathie ? Toujours empathie. Jamais sympathie. La sympathie, c'est une baisse de lucidité sur cette relation à l'autre. Et vous allez me dire, Julien, s'il te plaît, fais un effort depuis le temps qu'on se connaît. Et par sympathie, je vais sortir de mon mandat pour vous donner ce que vous vouliez. C'est pas mon but. Mon but, c'est de dire Arnaud. Ça arrive fréquemment. Et oui, mais c'est un levier de manipulation, effectivement. Mon but, c'est de dire j'entends qu'il y a quelque chose qui vous convient pas. J'en suis profondément désolé. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Là, vous êtes dans le vouvoiement d'ailleurs, parce qu'il arrive parfois que dans le niveau de négociation, on connaît l'interlocuteur et on se met à tutoyer. Est-ce que ça change la capacité que l'on a justement à être plus dans l'empathie que la sympathie ? Le fait de tutoyer permet peut-être de basculer plus facilement sur de la sympathie ou une création de lien. Et donc risque. Non, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais c'est pour ça que notamment les phases d'intervention négocient toujours à deux. Il y a un N1 qui est au contact et un N2 qui vérifie que le N1 ne bascule pas dans de la sympathie, ne cautionne pas ce qui est fait dans la vient sympathie. Contrôler aussi, savoir s'il glisse pas, quoi. Voilà, il est là pour vérifier la lucidité et la stratégie, alors que l'autre est là pour la création du lien. Vous, dans 10 ans, vous vous voyez négociateur ou pas ? Ou est-ce que c'est un moment de votre vie ? Non, toujours. Parce que c'est quelque chose qui vous habite. C'est passionnant parce que au quotidien, on est entouré de gens qui sont brillantes, qui vont faire de la psychologie de la détection du mensonge, qui vont faire de l'art oratoire, qui vont faire de la négociation de crise. On a la chance de travailler avec des entités gouvernementales qui nous font des retours d'expérience qui sont passionnantes, des entreprises. Non, j'ai énormément de chance. Julien, on est bien d'accord parce que la négociation peut aussi créer de la manipulation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il faut une éthique dans ce métier.
Oui. Parce que quand on négocie, parfois, avec les méthodes que vous utilisez, qui sont très intéressantes, on peut se dire, mais en fait, je me suis fait totalement manipuler. Et c'est pour ça que le but, c'est d'obtenir de manière éthique ce que l'on souhaite. Et notre but, c'est pas de faire des coups, c'est pas de gagner. Notre but, c'est, dans cette infinite game qui est la négociation, de perdurer le plus longtemps possible. Notre réputation prévaut. Effectivement. Oui, bien sûr. Détection du mensonge, ça m'a sonné à l'oreille. Vous avez des techniques sur cette On a question des gens qui travaillent au sein de l'Institut, qui ont des doctorats en psychologie de détection de mensonges, qui enseignent à l'université, qui ont fait des recherches. Mais c'est comme dans les films américains, avec on met un truc au bout du doigt et puis on pose des questions. Ça permet de comprendre le stress, pas de savoir s'il y a un mensonge. C'est ça. Et c'est pas juste je me gratte l'oreille comme on pourrait voir dans certaines séries américaines. Exactement. Ou sur des micro-expressions. Non, c'est sur la conduite d'entretien, sur des questionnements où Donc on c'est va très permettre approfondi. de réduire le risque. Il n'y a pas de signe universel de mensonge. Et dans le meilleur des cas, on arrive à 80 ou un tout petit peu plus de 80% de succès là-dessus. Et comme tous ceux qui font de la psychologie, de la négociation, parfois, quand on discute avec eux, hors émission de télé, évidemment, et ils vous disent, c'est compliqué avec mes enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais la négociation avec les enfants, j'ai l'impression que c'est plus difficile qu'avec une centrale d'achat. Bien sûr, parce qu'en fait, la négociation, c'est un mode de décision partagée où l'autre a la capacité de dire non. Bah oui. J'ai le droit de vous dire, on est en accord pour être en désaccord. Arnaud, je suis désolé, on s'arrêtera là. Oui, c'est difficile, ça. Mais ça, c'est la zone. Mais ça, je peux pas le faire avec mon enfant. Je peux pas lui dire, écoute, mon fils, il a 4 ans et demi, Lohan, je suis désolé, on n'est pas en accord, la porte est là, je te laisse rentrer. Oui, alors qu'avec un adulte, on peut dire, écoutez, on peut faire ça avec notre conjointe, on peut négocier. On ne voit plus la vie de la même manière, on est en accord sur ces accords. D'égal à c'est déjà égal, pas mal. voilà. Mais alors, notamment les enfants, on a un lien d'ocytocine qui fait que c'est ça qui nous et de permet sympathie et d'amour. Exactement. Et donc là, forcément, c'est perdu. On est là sur de la sympathie pure, c'est-à-dire que quand votre fils va à l'hôpital, vous vivez ce pathos vous-même. Quand vous lui offrez un cadeau, vous êtes aussi heureux de le voir heureux que lui de l'ouvrir. Donc il n'y a pas de lucidité sur nos enfants, donc on est peu sur de la négociation. Donc pas de client qui vous demande de savoir comment je peux négocier avec mon fils. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est le dilemme cornélien de la négociation, oui, choisir entre heureux et avoir raison. Et dans les négociations avec nos enfants, des fois on n'est ni heureux et on n'a ni raison non plus. C'est assez vrai. Pitch et influence, remporter l'adhésion et neutraliser les objections, avec d'ailleurs un jeu d'échecs. Vous n'avez pas mis un jeu de Go d'ailleurs. Effectivement. C'est intéressant. Édition d'Uno, c'est votre livre. Les TEDx, vous pouvez la découvrir sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est le TEDx de Julien Pellabert. Institut de négociation et de recherche appliquée, Institut NERA. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé. C'est passionnant ce que vous nous racontez. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Recruter sans CV, c'est possible, on en parle.